Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le briefing des marchés du mercredi 22 juin 2022. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et ce matin, le marché retombe. L'impression qu'on a eu un simple rebond technique hier. En tout cas, les investisseurs limitent la prise de risque, étant donné qu'on a quand même l'audition des Jérôme Powell cet après-midi à 15h30. Et donc, les opérateurs espèrent avoir un peu plus d'informations sur la trajectoire euh, du resserrement monétaire à venir et quelles peuvent être les conséquences et l'impact des hausses de taux derrière sur l'économie, étant donné que les marchés craignent quand même toujours un risque de récession d'ici fin 2022, début 2023. Alors, beau rebond quand même hier à Wall Street. Là, ce matin, c'est l'Europe qui est un peu fébrile. Peut-être que les opérateurs vont poursuivre le rebond cet après-midi après l'audition de Jérôme Powell. En tout cas, hier, on a été porté essentiellement par les entreprises à forte capitalisation et celles du secteur de l'énergie qui avaient quand même été durement impactées la semaine dernière justement par les craintes de récession. Mais malgré ce rebond, les investisseurs finalement continuent à se demander jusqu'où le marché peut baisser. Pour rappel, le S&P a cédé quand même plus de 20% depuis le début de l'année et les mesures justement agressives de la Réserve fédérale pour tenter de freiner cette inflation galopante risquent de provoquer une récession économique, même si plusieurs membres, dont James Bullard lundi ou Jérôme Powell, estiment toujours qu'un soft landing, à savoir un atterrissage en douceur, est toujours possible. Néanmoins, à en juger quand même par le volume d'échange mardi, c'était l'un des plus faibles depuis le début de l'année. Au lendemain d'un jour férié, eh bien, la conviction manque très clairement et les investisseurs sont peu nombreux à se remettre sur le marché. Je vous ai partagé un graphique la semaine dernière où, je me souviens plus si c'était la semaine dernière ou en début de semaine, en vous disant, regardez, les retail rentrent massivement sur le marché alors que les institutionnels sortent. Et ça, c'est généralement pas bon. En tout cas, c'est pas un signe qu'on a un creux de marché à moyen long terme. Généralement, il faut suivre la smart money et revenir quand celle-ci retourne sur le marché. Et là, actuellement, on a le sentiment qu'on a des dégagements de flux de la part des institutionnels et beaucoup de retail qui rentrent en se disant c'est pas cher, les marchés ont chuté de 20%, un peu comme durant le crack lié au Covid, seulement que l'environnement a changé. Aujourd'hui, on cherche à savoir combien de fois la Banque centrale va relever ses taux et quelle va être l'ampleur du resserrement monétaire avec la réduction du bilan pour les mois à venir. Ce matin, sinon en Europe, forcément on recule, une baisse importante, notamment des cours des matières premières, s'ajoutant aux craintes économiques et monétaires avant l'audition du président de la Fed au Congrès, fragilise un peu le marché. En tout cas, on préserve toujours ces niveaux de support en Europe, mais voilà, on a du mal à rebondir. La clôture hier n'était pas extraordinaire, je trouve. On fera le point techniquement juste après. Des signaux haussiers qu'on avait eu en début de semaine qui ont un peu pris du plomb dans l'aile, je trouve. Néanmoins, bon, on protège toujours le fameux niveau de support qu'on surveillait, mais on sent que le marché a du mal à reprendre de la hauteur et qu'il a besoin de nouveaux catalyseurs ou d'un peu plus de visibilité sur les prochains mois pour retrouver l'appétit pour le risque. Donc finalement, on a des marchés qui sont rattrapés par les mêmes inquiétudes qui les affectent depuis plusieurs mois. Rien n'a changé, à savoir le ralentissement de l'économie, le durcissement des politiques monétaires des banques centrales et surtout le niveau assez élevé de l'inflation. Parallèlement, les révisions à la baisse aussi des prévisions de croissance pour l'économie mondiale, mais aussi pour les entreprises, notamment pour le Q2. Et l'impact de la guerre en Ukraine et les tensions sur les marchés des matières premières devraient justement peser sur la croissance française,
puisque la Banque de France a abaissé ses prévisions du PIB en 2022 et en 2023. Donc là, depuis quelques semaines maintenant, on a des révisions à la baisse. Je vous ai partagé un graphique hier de Berenberg, la banque d'investissement allemande, qui elle aussi revoyait à la baisse ses prévisions de croissance pour 2022, qui sont toujours correctes. Effectivement, il y aura une croissance molle, mais effectivement, on a quand même une grosse dégradation à partir de 2023 avec une contraction et donc risque de récession. Maintenant, tous les regards seront braqués vers Jérôme Powell, qui s'exprimera à partir de 15h30 devant la commission bancaire du Sénat, avant une audition similaire à la Chambre des représentants jeudi. Ici, nous avons les prévisions côté macro, les prévisions concernant la trajectoire des taux de la Fed. Ici, ce sont les prévisions de Nomura. Donc, vous pouvez voir en rouge vif les nouvelles prévisions, ici, à venir jusqu'à fin 2024, et les anciennes prévisions. Et là, les prévisions moyennes en juin du FOMC. Donc on constate très clairement que Nomura table sur le fait que la Fed abaissera ses taux plus tôt que prévu, effectivement, à partir de 2023. Quand ici, vous voyez que le FOMC, lui, table plutôt à partir de début 2024. Nomura tablait aussi sur début 2024. Mais finalement, des stratèges et des banques qui revoient un peu ces prévisions, étant donné que la probabilité d'une récession aux États-Unis augmente. Et donc, difficile de garder des taux élevés en cas de récession. Si on veut limiter les dégâts, l'impact et les conséquences sur les sociétés et les ménages, forcément, la Fed va devoir lever le pied. Ce qui explique pourquoi, en fonction de la récession, si déjà on rentre en récession aux États-Unis, eh bien, forcément, la Fed ne pourra pas continuer à garder une telle intensité sur ses taux et devra lever le pied pour éviter un dérapage non contrôlé. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point que je note aussi sur Nomura, c'est ses prévisions de hausse de taux à venir. Donc là, vous voyez qu'on a une première hausse de taux de 25 points de base, ensuite 50 points de base, et là, 75 points de base. Maintenant, Nomura estime qu'en juillet, on aura 75 points de base de nouveau, et une pause au mois de septembre avant 50 points de base, pour ensuite marquer une pause, 25, pause, 25. Donc intéressant de voir que Nomura table finalement sur une hausse de 75 points de base au mois de juillet. Powell nous disait que ce n'est pas impossible, mais il ne faut pas que ça devienne la norme. Donc, encore une fois, tout dépendra des données de l'inflation au mois de juin dans 3 semaines. Effectivement, si l'inflation fléchit un peu, peut-être que Powell pourra accepter les 50 points de base. Pour l'instant, on est effectivement sur 75 points de base, mais là où il y a des désaccords, c'est, rappelez-vous, les marchés espéraient une pause justement au mois de septembre, et au vu de la trajectoire de l'inflation, selon les dernières données qu'on a eues, cette probabilité, c'est quelque peu effrité. Donc là, j'en suis moins certain, je rejoins moins Nomura sur ses prévisions, dans le sens où, encore une fois, pour qu'on ait une pause au mois de septembre, il faut qu'on ait vraiment... il faut que le pic de l'inflation soit atteint et que l'inflation est quand même suffisamment ralentie pour se permettre d'avoir une pause. Sinon, à mon avis, on sera peut-être dans une hausse un peu plus légère, peut-être pas 50 points de base, mais 25 points de base. En tout cas, tant qu'on n'a pas un fort ralentissement de l'inflation, difficile pour la Fed de ralentir sur sa feuille de route concernant la hausse de taux. Maintenant, nous avons la valorisation du Nasdaq qui finalement deviendrait presque attractif, étant donné les niveaux élevés qu'on avait atteints, même si on est quand même loin des niveaux atteints en 2000, mais là on était sur des coquilles vides, des sociétés généralement qui ne généraient
pas de bénéfices, ni de cash, donc purement et simplement des coquilles vides. Alors que maintenant, si on regarde le ratio, le price earning ratio, euh, on revient sur un niveau médian tout à fait, je dirais, convenable. Il me semble que la moyenne, c'est aux alentours de 20, je crois. 20, 21 sur le Nasdaq, le niveau médian. Là, vous voyez qu'on est à 18,6. Donc finalement, niveau attractif, certes, si on compare par rapport au passé, mais la valorisation du Nasdaq pourrait aussi baisser alors que la croissance économique ralentit et que les taux augmentent. Donc là, pareil, si on décortique le Nasdaq, effectivement, on a plus de 50% des valeurs qui composent l'indice qui ont perdu 70% de leur valeur depuis leur sommet. Globalement, les valeurs qui tirent l'indice actuellement qui permettent d'éviter vraiment une dégringolade à l'image de toutes les valeurs qui composent l'indice, c'est essentiellement Microsoft et surtout Apple. Voilà, ce sont des titres qui n'ont pas trop chuté encore, je dirais, quasiment 20, entre 20 et 30%. Mais certains titres ont quand même déjà perdu 60-70% de leur valeur, des même plus. Voilà, il reste que les valeurs les plus solides actuellement qui sont en hausse, mais elles ont une pondération extrêmement importante. Pour rappel, les Fangman, Facebook, Nvidia, Netflix, Amazon, leur pondération au sein de l'indice Nasdaq 100, c'est quasiment plus de 50%. Donc, cette valeur qui représente plus de 50% de l'indice, c'est énorme. C'est beaucoup trop même. Donc on n'a pas une véritable vision de l'ensemble de l'indice, d'où l'importance vraiment de décortiquer. Donc effectivement, pour l'instant, on revient sur des niveaux, je dirais effectivement, attractifs. Donc tout dépend de votre horizon de temps et de votre placement. Car tout dépendra derrière de votre stratégie. Un investisseur DCA considérera effectivement aujourd'hui, sur du long terme, qu'on est revenu sur des niveaux importants, que ça peut être bien, je dirais, de se positionner pour du moyen long terme. Au-delà de 5 ans, 10 ans, effectivement, les marchés sont faits pour monter. D'autres, des investisseurs plus court terme, qui gardent des titres 6 mois à 12 mois en portefeuille, eh bien, je dirais qu'il faudra encore attendre un véritable signal pour rentrer plus sereinement, pour récupérer des dossiers et avoir un beau trend haussier derrière. Actuellement, je trouve que c'est encore un peu tôt. On a toujours une dégradation économique. On n'est qu'à la moitié du chemin sur le relèvement de hausse de taux. Donc, c'est un peu tôt selon moi, et j'estime que les banquiers centraux n'ont toujours pas fini de délivrer totalement tous leurs messages restrictifs. Lorsqu'ils l'auront fait, eh bien peut-être que là, on commencera à voir l'horizon au bout du tunnel, la lumière au bout du tunnel, et on pourra revenir plus sereinement sur les valeurs technologiques qui subissent toujours, je rappelle, une rotation, enfin on a toujours sur le marché une rotation sectorielle assez importante, et les valeurs technologiques sont actuellement survendues et délaissées par le marché. N'oublions pas que les marchés, on dit souvent en bourse, les marchés brûlent ce qu'ils ont adoré. Donc effectivement, on a eu un trend haussier magnifique sur le Nasdaq depuis plus de 10 ans. Maintenant, c'est au tour du secteur de l'énergie et des matières premières qui prend le relais. Et donc, patience et nerf de sûreté en bourse. Et il faudra attendre effectivement qu'on ait des signaux clairs, une faiblesse sur les rendements obligataires pour revenir plus sereinement à moyen long terme sur ces valeurs dans une optique de moyen long terme, tout simplement. Concernant la partie graphique, alors la divergence et le double creux n'ont pas fonctionné. Enfin, le double creux est clairement invalidé ce matin. On avait un beau setup. Très honnêtement, je m'attends quand même toujours à un rebond sur le CAC après une chute de quasiment 10%.
j'estime qu'un rebond est désormais envisageable. On n'a pas un VIX qui s'est emballé non plus. On aurait un VIX au-dessus de 40, on serait ici. Je ne serais peut-être pas aussi confiant et serein pour la suite. Là, le VIX, pas non plus, il y a de la volatilité, mais on n'est pas non plus sur des niveaux très importants qui pourraient nous dire attention, c'est le début du sell-off, on va aller plus loin. Pour moi, le VIX, tant qu'il ne casse pas le niveau des 35-40, voilà, c'est le niveau clé à surveiller et c'est là où on pourra vraiment avoir un début de sell-off très important sur les marchés, une chute derrière euh, qui pourrait perdurer. Pour l'instant, on a un VIX qui est même retombé depuis le début de la semaine, mais voilà, on n'est pas à l'abri d'un retour. Voilà, pour moi, la zone idéale d'achat sur le CAC, ça reste les 5750, 5716. Donc là, c'est ma zone idéale. Maintenant, on est sur un niveau intermédiaire, on est retombé un peu, euh, mais on préserve le niveau de support. Encore une fois, là, pour l'instant, si on clôture comme ça, on aura préservé ce niveau de support intermédiaire. Donc, effectivement, le double creux, lui, a été invalidé. On avait un joli double creux. Donc invalidation du double creux, mais la divergence est toujours en place. Bon, elle est un peu limite, on est en train de casser notre oblique. J'attends de voir si on parvient à récupérer les précédents plus bas. Tout dépendra ensuite de l'évolution des annonces faites, en tout cas plutôt par Jérôme Powell cet après-midi. Pourrait permettre ensuite de reprendre un peu de hauteur à ce marché. Donc là, plutôt neutre. Enfin, je garde toujours quand même un biais haussier. Je trouve que la baisse est limitée tant que le VIX ne s'est pas emballé vraiment. Donc pour moi, 5750, ce serait un niveau, voilà, une zone d'achat importante à mettre à profit. Si on casse ce niveau, là, ça risque de se corser. Pour l'heure, on tient, mais on a un marché très fébrile et les signaux haussiers commencent peu à peu à dysfonctionner. En tout cas, que ce soit le double creux ici, bon, il a fonctionné, mais que partiellement, vous voyez, on a atteint l'objectif, on a fait que la moitié du chemin. On est venu voilà, combler ce petit gap. Donc peut-être que certains ont pris un TP ici en ayant réussi à... Voilà, on est venu combler le gap avant de retomber, donc peut-être que certains ont réussi à prendre un TP. Sinon, je vise toujours quand même un peu plus haut. J'ai bon espoir qu'on vienne pullbacker en fait la zone de 2007 et les anciens sommets avant le crack lié au Covid. Donc là, pour l'instant, on a toujours notre divergence. Je vais enlever la ligne de coup. Peut-être un range qui pourrait se former. J'attends d'avoir un historique de prix un peu plus long pour voir la trajectoire. Là, sûrement... Alors, peut-être qu'on a un canal baissier. Ouais, on a un canal baissier. Vous voyez, juste ici. Consolidation dans un canal baissier. Donc si on peut reprendre et sortir par le haut derrière, ça permettrait vraiment de confirmer notre divergence qui est borderline. Je le reconnais, effectivement. J'aime pas qu'on casse l'oblique. J'attends de voir la clôture 4 heures pour confirmer la cassure. Mais si c'est repris derrière, pour moi la divergence est encore valable. Et donc, on ira chercher dans un premier temps la borne haute de notre canal. Et si on casse, l'objectif reste toujours le comblement de ce gap. Si après l'audition de Jérôme Powell, finalement les marchés ne sont pas convaincus et que la dégringolade se poursuit, eh bien pas d'achat effectué avant cette fameuse zone. Concernant le DAX, là c'est limite. Pareil, c'est qu'on a validé notre divergence, on est quand même bien retombé derrière. Si le stop loss était peut-être un peu près, effectivement, il a été atteint malheureusement. Bon, on est sous une zone qui m'intéresse, pareil, 12 860, 12 940, on est sur le haut de zone. Là, la divergence en soi, elle a pris du plomb dans l'aile, mais elle n'est pas totalement invalidée. On peut toujours faire un range et on n'a pas cassé mon oblique. On n'a pas cassé mon oblique ici. Effectivement, si on aurait cassé mon oblique, j'aurais dit, bon, invalidation. Là, peut-être que certains ont mis un stop un peu plus large, ont élargi leur stop loss, pourquoi pas. J'évoquais aussi le fait de remonter le stop loss hier sur l'indice, le DAX, suite à la cassure du triangle. Et là, pour le coup, pareil, on n'est peut-être pas dans un canal baissier, mais on a peut-être un range qui est en train de se former. Déjà en données hebdo, c'est l'oblique. Voilà pourquoi j'ai du mal à être
baissier vraiment sur cet indice. Là, on a notre oblique qui passe par tous les plus bas. Donc on est pile poil dessus. On est vraiment en train de travailler notre oblique. Effectivement, si on casse l'oblique et notre zone, il y a de la place pour aller chercher plus bas derrière. C'est comme si le CAC était amené à casser les 5750. Ça serait à peu près la même chose. Il y a de la place derrière pour aller bien plus bas. Pour l'heure, on a quand même un beau niveau technique, je trouve. Et en données 4 heures, un range qui pourrait se former. Donc là, pareil, assez neutre. Je garde quand même un biais haussier. Je trouve néanmoins qu'on a quand même eu une dégradation des éléments techniques haussiers qu'on avait en début de semaine. Mais le pire n'est pas certain. Voilà. Pour moi, la dégradation viendra vraiment si on casse ce gros niveau. Pour l'heure, range à surveiller et donc potentiellement, pourquoi pas, chercher des signaux d'achat sur ce bas de range après l'audition de Jérôme Powell. Voilà, là on tente de se stabiliser, donc si ça tient et qu'on a un départ de flux, eh bien le premier objectif ce sera de venir combler ce gap. Pour ensuite aller chercher le haut de range et derrière, pourquoi pas, valider un double creux qui nous permettrait d'aller chercher ce fameux gap. Donc voilà le plan que j'ai sur l'indice. Le dos qui nous a fait un très beau départ hier mais qui retombe. Alors, en données daily. En données daily, beau départ du dos, on est venu buter finalement sur la première résistance. Peut-être que certains ont pris des bénéfices suite à la divergence d'hier. On commençait, alors peut-être que certains se sont positionnés ici sur le. Je rappelle, on a quand même une très grosse zone. Pour moi, pareil, j'ai du mal à être baissier vraiment sous le retracement en 38,2 de Fibonacci, les anciens plus hauts, la MM200. Pour moi, c'est si on doit avoir un repli une nouvelle fois, je suis toujours intéressé pour chercher des achats dans cette zone-là, vraiment, qui pour moi est très très importante. Là, on a effleuré, on est venu taper les 38,2. Bon, peut-être que certains ont mis à profit ce niveau-là avec un stop loss assez large. Dans ce cas-là, une première prise de bénéfice, c'est peut-être opéré sur ce niveau, étant donné que c'est le premier niveau de résistance. Maintenant, si on casse, voilà, j'estime qu'il y a de la place pour aller chercher Tenkan Kijun en haut et venir combler ce gap. Donc, pour l'heure, en données 4 heures sur le cash, début de rebond. Malheureusement, ça se dégrade sur les futurs. Là, on a ce qu'on appelle justement une divergence Tenkan Kijun, Kijun qui se met à plat et la Tenkan très éloignée des prix. Donc là, on appelle ça une divergence et ça fait un peu l'effet élastique et les prix sont attirés et remontent. Donc là, pareil, c'était une configuration qui me plaisait bien, proche de notre zone vraiment mensuelle. Derrière, on rebondit. Là, ça retombe un peu cet après-midi. Bon, alors, voyons voir. Hein, peut-être une petite épaule, tête-épaule inversée qui pourrait se mettre en place. On va aller voir justement sur les futurs. En tout cas, on est sur une résistance. Donc là, peut-être que certains ont pris des bénéfices, remonter les stops. Maintenant, il faut qu'on casse ce niveau pour accélérer et aller chercher vraiment le TP final vers les 31 500 points. Ouais, voilà, Dow Jones, tête, épaule. Bon, elle n'est pas aussi belle que sur le cash. En tout cas, l'objectif, lui, du double creux a été atteint hier. Je vous disais, hier, on a le double creux et la divergence. Donc peut-être que certains ont tenté leur achat sur le double creux ici. L'objectif a été atteint. Alors là, pour le coup, l'objectif a été fait, alors que sur le CAC 40, l'objectif a été partiellement atteint. Donc logiquement, une prise de bénéfice a dû s'effectuer par ici. Et la divergence, pour moi, est toujours en place. Voilà. C'est limite, mais on n'a pas une dégradation aussi importante que sur le CAC ou le DAX. Vous voyez, notre oblique tient toujours, et là en fait on est venu pullbacker le niveau qui permet de confirmer la divergence. Donc ça c'est important, on pullback, voilà, ça repart. Si effectivement au cours des prochaines heures on casse ce niveau, qui permet de confirmer que la divergence est validée, et en plus l'oblique, là, il faudra déboucler la position. On aura une invalidation de cette divergence, et donc
logiquement, si vous avez pris des bénéfices, vous avez pu remonter votre stop loss, mais il ne faudra pas rester en mode espoir, on laissera tomber le marché, enfin, il faudra abandonner ce trade et attendre peut-être que le marché revienne taper cette zone-là où on sera plus confortable pour rentrer derrière, étant donné que c'est quand même une grosse zone de convergence. Maintenant, si cet après-midi, après l'audition de Powell, les marchés sont un peu rassurés, eh bien on peut reprendre un peu de hauteur et aller chercher l'objectif final qui, selon moi, reste les 50% de Fibonacci. Concernant l'euro-dollar, la stratégie n'a pas changé puisqu'il n'y en a pas. Finalement, toujours au même stade. Toujours au même stade, manque de visibilité selon moi sur cette paire. On ne vend pas un support, vous voyez, ça ne veut pas partir à la baisse. J'ai pas envie d'être acheteur non plus avec une Kijun, un bas de nuage et une hausse qui me oublié de mettre ses composantes, et une hausse qui me paraît limitée, notamment avec la MM50 au-dessus de la tête, donc toujours pas de plan. Neutralité, bataille entre acheteurs et vendeurs. Bien évidemment, la tendance et la dynamique de fond restent baissières. Les vendeurs gardent la main, ça, il n'y a pas de doute. Mais à court terme, pour du trading, je trouve toujours qu'on n'est pas sur des niveaux très intéressants, très pertinents. Voilà. Revendre, l'idéal, ça reste MM50 haut de canal, toujours les 1,0630. Et achat, et bien, si finalement on consolide à l'intérieur d'un range, dans un range à l'intérieur du canal, et bien dans ce cas-là, plutôt des achats sur la bande basse. Voilà. Donc là, on a potentiellement un gros range qui pourrait se former à l'intérieur de ce canal. Mais entre-temps, c'est indécision totale. Indécision totale, range à l'intérieur d'un range. Donc si certains sont prêts à trader ce petit range-là, eh bien allez-y, mais pour ma part, je préfère m'abstenir. Pour moi, c'est trop piégeux. Mais effectivement, il y a un micro-range. Donc pour les traders intraday, si vous êtes à l'aise, vous avez ce petit range. Voilà. 1,0470, 1,0580 à trader. Et donc, peut-être que la cassure, je préfère attendre la cassure pour me positionner derrière. Donc, si on casse par le bas, eh bien, logiquement, on devrait avoir un retour sur notre bas de range journalier. Et si on casse par le haut, on devrait venir taper la même 50 et le haut du canal. Donc, j'attendrai voilà, ce niveau ou ce niveau pour proposer une stratégie de trading. Ça reste globalement mou sur le Forex. Honnêtement, j'ai beau scanner de nombreuses paires, je vois toujours pas d'opportunité. Autant on a eu 2 semaines assez intenses, autant, ce début de semaine est assez mou. Peu d'opportunités. Je surveille toujours voilà, l'AUD, l'AUD, l'AUD USD et son range à l'intérieur d'un range. On n'a que des ranges un peu de partout. Ici, on avait mis en place un plan. Finalement, c'était retombé, mais on avait quand même pris un TP1. Le stop loss avait été mis en stop loss win. Et je vous disais qu'on a peut-être un range 4 heures à l'intérieur d'un range daily. Là, pareil, de nouveau un range en cours de formation. Voilà, on est venu taper le milieu de range. Donc, range, rotation partielle, retour sur la borne basse. Donc, pareil, effectivement, à surveiller en données 4 heures pour le coup. Si on n'a pas un petit signal ici qui pourrait se mettre en place une nouvelle fois pour de nouveau tenter un achat avec un stop loss pour peut-être pas sous les plus bas, peut-être pas ici, logiquement ce serait là, mais étant donné qu'on a un range 4 heures, voilà, sous les plus bas ici. Donc voilà le plan que je surveille, pour l'instant strictement rien, un doji, on n'est pas venu sur la borne basse toujours, faut patienter, mais un plan que je surveille pour avoir
une nouvelle rotation et qui sait, peut-être un double creux derrière pour aller chercher un peu plus haut. Donc AUD, USD, range, NZD, USD, range aussi, même configuration, un range dans un range, avec le range 4 heures. Là, on avait aussi la divergence. On est en train de retomber de nouveau. Toujours pas de signal. Je l'attends un peu plus bas. La stratégie est exactement la même que sur l'AUD-USD. Attendre un signal de retournement via une divergence sur des unités de temps un peu plus courtes ou un joli chandelier de retournement. Si c'est le cas, un stop loss en dessous pour viser mieux de range, haut de range. Et si on casse par le haut, et donc double creux, ce qui nous permettrait d'aller chercher derrière le haut de range daily. Actuellement, il y a du flux que sur l'USD-Yen, effectivement, mais bon, on avait déjà eu un trade sur cette paire. On est en train d'aller chercher le TP3 pour celles et ceux qui avaient gardé un reliquat. Donc, pas grand-chose à dire. Belle séance hier, remontez vos stops. Objectif TP3, TP final pour celles et ceux qui ont gardé un reliquat, je ne sais pas, c'est les 137,30. Donc là, effectivement, c'est l'une des rares paires où il y a du flux, où il y a de l'action. Donc c'est là où il faut aller. Euro 4, toujours sous surveillance, mais encore une fois, un range. Que du range. On n'a que ça sur le Forex actuellement et on n'est pas sur les niveaux qui nous intéressent pour rentrer sereinement. On n'a pas fait complètement la rotation complète des prix, que ce soit AUD-USD, NZD-USD, Euro-USD, Euro-CAD. On a des configurations qui sont similaires partout sur le Forex. Et donc, pour moi, c'est le jeu de la patience. Voilà, il faut attendre un retour sur ces niveaux clés, basculer peut-être sur des unités de temps un peu plus courtes pour affiner derrière et essayer d'avoir un signal un peu plus tôt pour ensuite de nouveau mettre en place une stratégie de ping-pong entre les deux bas. Voilà, grosso modo, ce qu'il faut retenir sur le Forex cette semaine, des ranges à travailler. Le gold, n'en parlons pas, là aussi on est dans des ranges, donc on sent qu'on a un marché qui hésite, qui ne sait pas quelle direction il doit prendre finalement, comme si le marché attendait quelque chose. Là, les auditions de Powell, mais incertitude, hésitation, neutralité, stabilisation, très clairement, c'est ce qui drive le marché depuis plusieurs semaines maintenant. Alors autant sur le Forex, ça a débuté sur certaines paires depuis peu, autant sur le gold, rien n'a changé, toujours au même stade, range, pas de flux, pas de relais vendeur, pas de relais acheteur, manque total de conviction, indécision totale du marché pour prendre une direction ou une autre. Vous connaissez les niveaux qui, selon moi, nous donneront, donneront le tempo, en tout cas pour la prochaine vague de hausse ou de baisse. C'est les 1875 ou la cassure des 1800. Voilà. Là, je le répète, on a notre Kijun mensuel qui est à 1870, la MM50 qui est pas loin, la borne haute du canal. Pas envie d'être acheteur ici sous résistance, sous MM200, clairement pas. J'attendrai vraiment la cassure de ce niveau pour libérer le potentiel haussier, ou dans ce cas-là, avoir une marge suffisante et attendre un retour sur support. Là, on a un beau niveau de support, le stop loss est pas cher, et si le marché doit repartir et effectuer un passage en force, au moins on aura suffisamment de marge pour mettre le stop loss à break-even si on a vraiment une pénétrante assez impressionnante, je dirais, assez violente pour franchir ce lot d'obstacles qu'on a au-dessus de la tête. Là, on a vraiment un lot d'obstacles impressionnant. Et donc, il faut qu'on se dégage de tout ça pour de nouveau accélérer. Tant qu'on est sur ce niveau-là, très honnêtement, passez votre chemin. N'allez pas vous embêter dans des marchés où il n'y a pas de flux. Si vous êtes un scalper, pourquoi pas, mais si vous êtes un trader swing, intraday, vous voyez bien qu'il n'y a rien à faire sur ce marché actuellement, si ce n'est d'attendre un retour sur des niveaux de support pour rentrer plus sereinement sur ce marché et avoir un meilleur ratio risque-reward, risque-récompense justement dans vos investissements et dans vos trades. Le Brent, belle baisse, 4%. Bon,
le range est en train de se mettre en place. Finalement, hier, on repassait au-dessus des 114,50. Finalement, ça retombe. Enfin, ça n'a pas été confirmé en clôture. Et là, on repart à la baisse. Objectif 105,33. Là, vraiment, on a une dégradation. Autant hier, j'avais encore quelques doutes. Je me suis dit, bon, est-ce que vraiment ça casse? Autant là, on a vraiment bien cassé les 114, 155. On casse la même 50. Et on est en train de construire un range. Donc là, l'objectif, c'est d'aller chercher 105,33 dans un premier temps. Et surtout derrière, aller chercher les 100. Et l'idéal serait d'avoir une petite dégringolade lente, avoir la MM5 200 qui remonte et acheter, en tout cas chercher plutôt des achats. Voilà, ici on aurait un beau niveau de convergence. Sûrement la MM, c'est la même, du coup c'est la MM50 pas loin en données mensuelles. Je pense pas que la MM50 aurait le temps de remonter suffisamment. Mais là effectivement, belle réaction de première fois. Ça mettrait du temps, mais en tout cas, se rapprocher. Voilà, si on casse ce niveau, le niveau à l'achat qui m'intéressera derrière, ce sera proche de la MM50. Pour l'heure, j'estime qu'on est dans un range. Voilà, donc là, range, étoile du soir sur la borne haute, ça reste baissier. Une bonne chose finalement qu'on ait un peu un ralentissement des matières premières du pétrole pour les prochaines données sur l'inflation, mais effectivement, il faudrait qu'on ait un repli un peu plus significatif. Voilà. Et un repli assez significatif, ce serait une sortie par le bas de ce range. Donc là, on pourrait derrière avoir un pétrole qui retomberait sur des niveaux plus convenables, ce qui permettrait derrière d'avoir vraiment un fléchissement de l'inflation. Pour l'heure, range, donc objectif 105, 105,53, la zone 106, 105, 50, et la zone idéale d'achat, elle n'a pas changé, reste les 100 dollars. Ouais, là en données 4 heures. En données 4 heures, ça nous fait un peu cette correction en A, B, C, ce qui donnerait une accès aux alentours des 105. Donc pour l'instant, plutôt baissier. J'attends de voir la réaction du marché sur ce support-là, mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est les 100 dollars. Le seuil psychologique, les MM200 qui pourraient remonter entre temps, et le bas de range. Le light, pareil, sortie du biseau finalement, qui a bien fonctionné. Curieux de voir si l'objectif... Je suis aimanté, mais ouais, l'objectif a été atteint. Donc l'objectif majeur du biseau a été atteint. Et est-ce qu'on peut aller chercher un peu plus bas? Ouais, ce serait les 97. Les 97, puis les 93. Hop, voilà. Donc comme pour le Brent, plutôt baissier à court terme. Un range qui est en train de se former. On a une belle bougie impulsive ici qui est en train de casser tous les supports. On est dans une séance flux baissière, donc pour l'instant, pas d'achat effectué selon moi sur le pétrole. On attendra un retour sur les niveaux clés de support. Les cryptos, pareil, ça a du mal à rebondir. Ça a du mal, bon, ça tient toujours. C'est un peu fébrile, la divergence est toujours en place, la zone tient. Je considère qu'on a toujours un avalement haussier ici qui a été donné sur un niveau clé de support. Mais on a du mal vraiment à reprendre. On sent que le marché est fragilisé par
voilà, les grosses liquidations qu'on a eues, les scandales, que ce soit Terra Luna, Celsius Networks, les licenciements massifs des gros acteurs du marché, que ce soit Gemini, que ce soit Coinbase. L'ambiance est très lourde, toujours. Je m'attends surtout à un rebond technique plutôt qu'à un début de reprise haussière, mais même le rebond technique a du mal. La div, pour le coup, est toujours en place, elle n'est pas invalidée. On n'est pas repassé sous le petit sommet qui validait justement notre divergence. Hier, je trouvais ça voilà, plutôt pertinent de voir qu'on avait réussi à franchir la MM50 en données 4 heures pour aller chercher un peu plus haut. Bon, finalement, c'est retombé avec la chute des indices ce matin, mais on est toujours sur un niveau de support. Tant que ça ne casse pas et que j'ai des signaux haussiers qui sont encore en place, eh bien, plutôt envie de continuer de travailler à l'achat prudemment le BTC. Mais dès qu'il y a un petit départ de flux, voilà, à protéger très rapidement, étant donné que le marché peut très très vite retomber à la moindre petite news ou à la moindre fragilité du marché action, en tout cas un marché traditionnel, notamment le Nasdaq. Bon, hier on a quand même eu une belle séance sur le Nasdaq, je crois qu'on a pris quasiment 2,5%. Finalement sur les cryptos c'était plus compliqué. C'était plus compliqué, on a pris, voilà, on n'a pas réussi à suivre le mouvement du Nasdaq. Une crypto qui a été corrélée à l'indice Nasdaq depuis début 2022. C'est quand même dommage de voir que quand le Nasdaq plonge, elle plonge, mais de se dire que finalement, quand le Nasdaq rebondit, ça ne suit pas derrière, ce qui montre vraiment qu'on a une décorrélation, en tout cas dans le mauvais sens. Donc ça, c'est vraiment un mauvais point, mais d'un côté, les vendeurs se régalent à vendre, vu que le contexte est favorable, en fait. On enchaîne les mauvaises nouvelles, aucun catalyseur haussier. Difficile dans ce contexte-là d'avoir un marché qui puisse véritablement rebondir. Néanmoins, bon, pour moi, le sentiment que justement ce marché a pricé toutes les mauvaises nouvelles, que ce soit les licenciements, Celsius, Terra Luna, peut-être pas la récession, mais le resserrement monétaire, voilà, on a déjà quand même pricé beaucoup de mauvaises nouvelles, donc difficile d'aller plus bas. Pour moi, là, il faudrait vraiment de nouveau un catalyseur baissier pour aller chercher plus bas. Donc, effectivement, si Powell décide de plomber l'ambiance cet après-midi, peut-être qu'on ira plus bas. Mais pour l'heure, j'estime qu'on est sur un niveau clé, à un gros niveau de support en données hebdo, toujours. Ce niveau-là. Et tant qu'on ne casse pas ce niveau de support, eh bien, un rebond technique est toujours envisageable. Même si, à moyen long terme, j'estime qu'un retour à 12 000, 13 000 dollars ne serait pas à exclure, très clairement. Voilà, si le Nasdaq est amené à perdre 10% encore, très clairement, et qu'on casse ce niveau, très clairement, l'objectif, c'est le double creux. Mettez-vous en échelle logarithmique, reportez l'objectif du double creux. Ça vous donne cette zone de polarité vers les 12 000, 13 000 dollars. Donc, à court terme, rebond, mais à moyen long terme, si on continue à avoir une dégradation du marché traditionnel, retour sur les 13K. L'Ether, c'est pareil. On tente de préserver. Là, pour le coup, si le BTC devait plonger, à mon avis, à 13K, alors je pense qu'on pourrait aller chercher très facilement. Non. Pour l'heure, la stratégie reste la même. Le niveau, même triple niveau, donc j'ai du mal à être baissier avec un triple niveau de support. Le contexte n'a pas changé. La zone des 1000 dollars, seuil psychologique à la fois, mais support technique, qui a fonctionné à de nombreuses reprises par le passé. Borne basse du canal de long terme, borne basse du canal de moyen terme. Avalement haussier sur ce niveau.
divergence 4 heures, avec tant d'éléments et de niveaux de convergence, effectivement, j'ai du mal à être baissier. Donc, je repasserai baissier, effectivement, si ce plan est invalidé, qu'on casse les 1820, les 1850, qu'on a une clôture hebdomadaire sous ce niveau. Alors là, oui, j'estimerais que ce plan est invalidé. Pour l'heure, c'est fébrile, mais je reste toujours optimiste pour avoir un rebond, étant donné les signaux haussiers que j'ai en donné 4 heures, daily, hebdomadaire, avec surtout une zone de convergence assez forte sur le niveau des 1000 dollars. Donc là, je garde toujours quand même un objectif premier vers 1400. Écoutez, sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Je viens d'apprendre durant l'émission que Vincent, alias Vamfibo, qui anime le webinaire de 15h30 chaque mercredi, a eu un imprévu et malheureusement, il ne pourra pas animer ce webinaire. Donc, pas de webinaire live aujourd'hui. Je ne sais pas s'il va le reporter à demain ou seulement la semaine prochaine. En tout cas, je m'excuse par avance de cette annonce un peu tardive, mais je viens de l'apprendre seulement maintenant. Donc, ne soyez pas inquiets si vous voyez personne à 15h. Le webinaire d'aujourd'hui est annulé. Sur ce, soyez prudents sur les marchés, pensez au stop loss, surveillez votre exposition et je vous dis à demain pour un nouveau point complet sur la planète finance.